Nous avons eu la chance d'accueillir monsieur Raymond Zerline, un ancien résistant de Paris qui a accepté de venir nous parler de sa période dans la résistance et de sa vie sous la France occupée au Conservatoire de musique et de danse de Rochefort. Ce tournage a été réalisé bénévolement pendant la période de Covid, donc nous étions une petite équipe avec de petits moyens. Je suis désolée d'avance, nous avons quelques problèmes de son vers la fin du reportage, mais rien de grave et bon visionnage. Moi, dans ma famille, nous étions profondément anti-nazis, non seulement contre l'occupant, mais contre ce qu'il apportait d'idéologie nazie, et nous étions profondément républicains, donc profondément contre le nouvel État français. La République était confisquée. Ça, c'est dans ma famille, mais j'en étais un peu héritier dans mes opinions, quoi. J'ai une date très précise, c'est ma date de naissance, c'est donc le 3 décembre, mais 1940, bien sûr, mais mon jour anniversaire. Voilà. Alors, disons, pourquoi ? Bon, c'est à Paris, d'abord. Il faut dire que je suis en deuxième année de ce qu'on appelle aujourd'hui un lycée professionnel. À l'époque, ça portait un autre nom, mais ça n'a pas d'importance. Sur 3 ans, pour devenir ajusteur-outilleur. Donc, je suis en deuxième année, et le 11 novembre 1940, dans la journée, on a appris, je ne sais pas trop comment, je ne me souviens plus, qu'il y aurait un rassemblement à l'Étoile, étant donné que c'est la journée anniversaire du 11 novembre 1918, la journée de la victoire, etc. La presse avait, depuis plusieurs jours, signalé que c'était interdit, et il n'y avait pas d'appel à la manifestation, mais bon, qu'il était interdit ce jour-là de commémorer le 11 novembre. Alors on apprend ça dans la journée, donc le soir, on en parle au vestiaire, parce qu'on met des bleus de travail pour l'atelier, et donc on en discute entre nous, et puis on décide, ceux qui veulent y aller, on va y aller, on se donne rendez-vous au métro. Alors on est allé porter nos cartables chez soi, on est revenu, tout ça nous a ramené un peu tard, et on a débarqué à la Concorde, on ne savait pas exactement où aller, on débarque au métro Concorde, et à ce moment-là, sorti du métro, des gens nous disent « Oh là là, ça tire à la mitrailleuse », ce qui était faux du reste, mais ça a été une rumeur qui a duré un bout de temps, mais bon, nous, courageux comme tout, on a repris le métro, donc on n'est pas allé plus loin, voilà. Le lendemain, on a eu des échos, alors de jeunes qui couraient sur les mitrailleuses, mais c'est pas vrai, c'était les rumeurs. Bon, mais nous, ça nous a un peu, il y avait l'aspect héroïque. Et puis, il y a eu aussi un discours du directeur, c'était des directeurs, c'était pas des principaux, du directeur qui nous a fait un discours qui venait du ministère de Vichy, du ministère de l'Intérieur, comme quoi les jeunes devaient obéir, devaient être gentils, etc. quoi. Bien sûr, ça nous a fait l'effet inverse. La Bastille, où je demeurais, et puis mon centre professionnel qui est entre Bastille et Nation, je faisais donc le trajet à pied. Entre les deux, il y a un magasin, le premier prix unique de Paris, qu'on appelait l'ANOMA, L-A-N-O-M-A, c'était son nom, je ne sais pas pourquoi. Et donc j'y suis entré pour acheter, je ne sais trop quel, je ne sais pas, des besoins scolaires, crayon, ou cahier, je m'en souviens plus du tout. Ce que je sais, c'est que je suis passé devant le rayon étiquette et que là, ça m'a germé l'idée de prendre des étiquettes et d'écrire dessus pour faire ce qu'on appelle des papillons, les coller sur les murs. Voilà. Puis on marquait, enfin moi j'ai marqué, c'était blanc avec le tour bleu, donc au crayon rouge. J'avais marqué « Vive la France ». À l'époque, on marquait aussi « Vive de Gaulle », qu'on connaissait pas, mais dont on avait entendu parler vaguement. J'avais décidé que je le collerais le 3 décembre. Voilà, donc je les ai collés dans le passage de la Madore, qui est entre le Faubourg Saint-Antoine et la rue Trousseau. Voilà comment je m'y suis engagé. Après, on a fait un petit groupe, et puis on faisait ça le jeudi, puisque vous avez le mercredi, nous c'était le jeudi, le jour de congé. Et on collait dans les rues de Paris, dans différents endroits, jusqu'au moment où on a passé notre certificat d'aptitude professionnelle 2 ans plus tard, et on s'est dispersé, le groupe a disparu. Donc j'avais 14 ans, le 3 décembre 40, voilà. On avait des codes entre nous, oui, pour pas être vus, parce que c'était pas toute ma classe, on était une dizaine sur une quarantaine, hein.
Par exemple, si on était repéré, on disait champ de vision. Enfin, il y avait des trucs comme ça. Tout, j'ai pas en tête, hein, du reste. Et on n'était que deux à poser les petits papillons. Et il y avait deux plus loin qui étaient pour guetter, et puis deux beaucoup plus loin, etc. On avait organisé ça d'une façon très sérieuse, à mon avis. Mais on n'a jamais eu de gros pépins. Puis on courait vite, quoi. Et puis si tu arrivais à l'autre bout de la rue, on tournait, on courait un peu vite, et on se retrouvait un peu plus loin. Ça a été un peu un jeu, quoi, en même temps. Mais le risque était le même, qu'on joue ou qu'on joue pas. Quelqu'un qui, plus adulte que nous même, hein, ayant des gens qui connaissent davantage, qui pour diverses raisons décide de résister, encore faut-il trouver où et comment. Aujourd'hui, si l'on veut devenir membre d'une association de musique, de sport ou de politique, on regarde Internet, on trouve une adresse, on y va, on se présente. Voilà. C'est pas le cas. Donc, il faut connaître quelqu'un, le trouver. Encore, lorsqu'on lui demande, si on est un intime, ça va. Sinon, la personne à qui il demande, ils vont pas dire oui, j'en suis, viens. Ça se passe pas comme ça. D'une façon générale, c'est plutôt des résistants qui demandent à des non-résistants parce qu'ils ont besoin. Par exemple, ils éditent un journal et ils ont besoin de gens qui les distribuent, clandestinement bien sûr, dans tel quartier ou dans telle entreprise. Alors ils vont essayer de trouver quelqu'un qui... C'est plutôt la résistance qui grandit que l'inverse. Hein. Voilà. Je suis dans une usine dans Paris et à un moment donné, je quitte cette usine pour une autre qui se trouve à Billancourt et qui est une usine comme l'usine Renault, mais d'aviation, qui s'appelle Caudron Renault. Donc je rentre là-dedans comme ajusteur dans une usine donc d'aviation. Là, le temps s'est un peu passé. J'avais sur mes 16 ans. Quoi. J'ai quitté à 15 ans et demi. Là, j'arrive sur mes 16 ans. Et puis là, y a des jeunes aussi qui travaillent là. Et moi, j'étais moins méfiant. Sortant de l'école où on était entre copains, on discutait. Et puis j'ai trouvé des oreilles qui attendaient que ça, quoi. Donc on s'est retrouvés entre jeunes à parler d'une façon anti-occupant, quoi, voilà, et anti-pétain. J'ai été repéré par un ouvrier, mais qui était du bon côté. Donc il m'aborde. Et puis il me demande si je résistais. Il avait donc des journaux à distribuer. Il me dit, bon, je vais en parler à mon responsable. Et 2 jours après, il vient me voir, il dit, non, mon responsable trouve que tu es trop jeune. Il y avait le père de mon beau-frère, qui travaillait à la menuiserie. Je l'avais vu peut-être une fois ou deux, mais je savais donc où il travaillait, donc j'y vais. Je vais le voir, et puis je lui dis, voilà, moi je voudrais bien faire quelque chose. Oh ben moi je fais plus rien, moi je sais pas, etc. Une dizaine de jours après, à la sortie, il y a un gars qui m'a abordé, que je connaissais pas, et qui m'a dit, tu veux faire quelque chose? Oui, en fait, il était bien dans la résistance, mais il me l'avait pas avoué, mais il l'a dit à un autre qui m'a contacté. Et c'est comme ça que finalement, dans cette même usine, j'étais membre d'un triangle. Donc moi je suis à un point de base, je connais un autre qui a un point de base et on connaît le responsable qui est en haut. Donc je ne connais que 2, je ne connais pas d'autres. Et je reçois des journaux, c'est des journaux clandestins, hein, c'est la 21 à l'époque c'était 21 cm sur 27. C'est comme ça donc je rentre à nouveau, c'est en décembre 42. Mais je reste pas dans cette usine, après je vais répondre à une autre question. Parce que, outre les journaux à donner, j'avais eu quelques repères à faire à l'extérieur sur un défilé régulier de soldats occupants à Vanves. Et puis il y avait des petits sabotages. Moi, mon travail, je le loupais régulièrement, quoi. Mais il fallait pas que ça se voie aussi. Nous étions bombardés. Et Boulogne-Billancourt, Renault était bombardé 5 fois. Et en 5 fois, il y a eu 1200 morts quand même. Et puis des blessés, je ne sais pas, 1500, quelque chose comme ça. Comme c'était de la population civile, pas que des travailleurs qui étaient là. Hein. Donc, profitant d'une alerte, j'avais donc, j'avoue, décidé un peu tout seul de mettre le feu.
Alors je savais bien que l'usine n'allait pas flamber. Mais enfin bon, détruire l'atelier bois, ça c'était déjà pas mal. Donc un jour d'alerte, au lieu de m'en aller, je me suis enfermé, je suis resté dedans. Et il y avait, on faisait encore à l'époque, quand je parlais de Moyen-Âge, j'exagérais, mais enfin c'était des avions en bois que nous faisions. Et il y avait de la sûre, donc j'ai ramené de la sûre sous la forme où ils faisaient les ailes, et puis j'ai mis le feu. Quand il y avait alerte, il y avait ce qu'on appelle les pompiers maison, qui eux restaient dans l'usine. Donc je me suis fait repérer, ils ont éteint très vite l'incendie. Il y a eu peut-être une aile qui a noirci, mais ça s'est arrêté là. Mais moi j'ai été repéré, donc j'ai été obligé de me sauver. Après être allé au vestiaire vite fait, je suis rentré, puis je suis jamais retourné à l'usine. Je dirais pas, je prendrais pas cette expression dans le dos des policiers. C'est plutôt face aux policiers. Alors, comment on faisait? D'abord, faut dire qu'il y a quand même, surtout au début, après, c'est vrai qu'on s'habitue un peu à tout, hein, une certaine angoisse. Une angoisse aussi vis-à-vis de mes parents parce qu'ils ne le savaient pas. Et là, c'était pas des policiers, mais ça pouvait être des mouchards, quoi, des gens qui soit étaient payés, soit n'étaient pas d'accord. Fallait faire attention. Donc, oui, une certaine angoisse, une peur, si. Et alors, les policiers, il y a deux aspects. Il y a d'abord, lorsqu'on est chargé de ces journaux, il y a des barrages de police. Alors moi, dans les rues, j'en ai pas eu. Mais dans le métro, alors c'était quasi quotidien. Ils barrent complètement le couloir. Ils sont en uniforme. Et avant, il y en a en civil pour voir s'il y en a qui repartent, etc. On arrive même, à un moment donné, à sentir, avant le couloir, on dit, tiens, on a repéré 2-3 gars qui ont l'air là de discuter. Je suis sûr qu'il y a un barrage derrière. Voilà. Ceci étant, lorsque j'étais très chargé de journaux, j'allais à pied. Mais on faisait toujours attention parce qu'on ne savait jamais si un d'entre nous était repéré, même en dehors du triangle. Parce que celui qui était responsable au haut du triangle, il avait, lui, un rapport avec un triangle supérieur dans la hiérarchie, etc. Et on peut être suivi. De sorte que dans Paris, j'évitais les routes droites, j'avais mes petits parcours, au cas où, de façon à voir si j'étais suivi, quoi. Donc à ce moment-là, vous quittez Paris. Oui. Et est-ce que vous savez si les Allemands vous recherchent Non, je ne le sais pas. Je ne le sais pas, mais j'ai des craintes. D'abord, je quitte l'usine. C'est d'évidence. Mais j'avais un camarade qui travaillait dans l'usine avec moi, mais qui était, lui, dessinateur. Et puis, on était devenus amis. Et je ne sais pas lequel de nous deux qui a demandé à l'autre s'il voulait résister. C'est lui, c'est moi, je ne sais pas. Mais en fait, il était également résistant. Il devait, en semaine, 2 fois par semaine, ramasser du courrier dans 2 adresses de Paris et le porter quelque part. Ma sœur était recherchée à un moment donné. Et son mari, ils sont partis en Normandie. Et donc, ils avaient un local à Malakoff. Et avec mon ami, il s'appelait Michel, il nous arrivait, je l'accompagnais parfois dans sa tournée, ce qui n'était pas, point de vue sécurité, c'était pas normal, mais bon. Et on allait dormir chez ma sœur qui était en Normandie, quoi. Et donc, un soir, j'y vais, et j'avais été retardé, heureusement. Parce qu'en fait, la police était là, quoi. Et lui, il a été pris. Et donc, je me suis dit, peut-être qu'ils nous ont pistés, lui et moi avec lui. S'ils sont venus là, c'est qu'ils savent que nous y sommes, etc. Et là, je me suis dit, il faut que je parte. Et c'est en me disant, il faut que je parte, que je me suis dit, avant de partir, je vais essayer de mettre ce fameux feu. Voilà. Je me demandais, pour répondre à la question, je ne savais pas si j'étais ou non recherché par les Allemands. Je m'excuse, j'ai dit allemand parce que vous l'avez dit, mais en général, je dis les nazis, à cause des Allemands d'aujourd'hui, qui n'y sont pour rien. Et donc là, je suis parti, à l'époque, beaucoup disaient la zone libre, on dit, nous on disait la zone non occupée, c'est pas la même chose. Parce qu'elle n'était pas occupée, pour autant elle n'était pas libre. C'était quand même les nazis qui donnaient leur directive générale. Hein, voilà.
Voilà, donc tout à l'heure j'avais parlé du père de mon beau-frère, et là j'avais chez un oncle de mon beau-frère qui tient une scierie. Et donc j'arrive là, et je suis bûcheron, ça me disait rien de rester là, je dormais dans la paille, dans la grange, et puis je voulais aussi résister, parce que c'est une zone où il y avait des maquis. Alors le contremaître, lui, était résistant, ça se savait, l'oncle aussi, mais ça se savait pas. Donc je lui dis... est-ce que tu pourrais pas me trouver un autre endroit que là, et si possible, que je puisse faire une activité résistante. Il m'a trouvé une ferme, j'avais rendez-vous chez un toubib, un docteur, avec un nommé René, dont le surnom était Soleil, parce qu'il venait de Arles, près de Marseille, il avait l'accent. Et donc je lui demande, écoute, si je peux t'aider, t'as besoin. Et il me dit, t'as l'autorisation de ton père? Bah non, t'es trop jeune. Il m'a refusé aussi, parce que j'étais trop jeune. Mais par contre, le contremaître, lui, savait. Et un jour, j'ai eu la fille d'un autre médecin qui faisait la liaison, qui est venue me voir. Et puis à partir de là, je suis rentré dans ce qu'on appelait l'armée secrète, comme agent de liaison. Ça vous prouve aussi la difficulté de rentrer dans la résistance, parfois, pour des raisons de confiance, et la méfiance envers les jeunes, et je voudrais le dire aussi, la méfiance envers les femmes, à tort. Il y a eu dans les 90 000 déportés, je ne parle pas des déportés raciaux, dit raciaux, j'aime pas le terme race, mais pour résistance, il y a eu 90 000, quelque chose comme ça, dont environ la moitié qui est restée sur place, qui est décédée, la moitié qui est revenue, et dessus environ 12 000 femmes. Et par contre, beaucoup de femmes, dont le mari résistait, ont participé à la résistance en aidant le mari, et jamais reconnues comme résistantes, parce que jamais inscrites officiellement dans le mouvement. Voilà. Alors, je voulais au passage quand même lever le chapeau que je n'ai pas en faveur des femmes résistantes. Donc les jeunes et les femmes ont eu des difficultés. Voilà. Par contre, on utilisait les jeunes et les jeunes filles parce que, justement, vu leur jeune âge, des policiers, qu'ils soient français ou nazis, français entre guillemets, ou nazis, pouvaient ne pas penser qu'ils étaient résistants parce que, justement, ils étaient femmes ou parce qu'ils étaient jeunes, quoi. Ce qui fait qu'il y a beaucoup d'agents de liaison, notamment parmi les jeunes filles, deux raisons de ne pas penser qu'elles sont résistantes, et femmes et jeunes. Donc à ce moment-là, vous rejoignez un groupe ou en tant qu'agent de liaison? Alors, c'est une question d'organisation. Tout à l'heure, je parlais de triangle. Là, moi, je suis à Belvès, en Périgord, et il y a un groupe armée secrète de Belvès. Mais ils ne sont pas organisés en triangle, ils se connaissent. Hein. En plus, c'est un bourg de province où ils se connaissent tous. Et donc, ils ne forment pas de triangle, de choses comme ça, ou de main, parce qu'il y a le triangle, mais il y a aussi la main. Il y a des groupes, des associations, des groupes où ils étaient par 5 et non pas par 3. Ils appelaient ça des mains. Là, non, ils se connaissent, voilà. Et puis, ils étaient en liaison avec un autre groupement armée secrète de Surac. Et c'est à Surac où j'avais ma famille, côté de ma sœur. Et donc, moi, j'ai été agent de liaison des deux groupes. Au départ, que de Belvès, après de Surac. Et la liaison, elle était soit à l'intérieur, entre ceux qui en étaient membres. Il faut dire que on ne peut pas utiliser, il n'y a pas beaucoup de téléphone, mais le peu qu'il y a, on ne peut pas l'utiliser, parce qu'à la campagne, c'est pas automatique. Quand on veut téléphoner, on appelle la poste, et on dit on veut tel numéro dans telle autre ville, donc ils peuvent tout savoir, et ils peuvent écouter. Et le courrier est ouvert, pas toutes les lettres, mais beaucoup. Donc l'agent de liaison remplace le téléphone et la poste. Et puis ensuite, j'avais des liaisons avec des groupements d'autres. Il y avait l'armée secrète, il y avait les francs-tireurs et partisans, il y avait les étrangers des francs-tireurs qui étaient groupés dans la manœuvre immigrée, les FTP et MOI, et il y avait les Anglais du SOE stratégique, je ne sais plus quoi, exécutif, enfin bref, SOE. En tant qu'agent de liaison, comment vous passiez les messages?
Alors, il y avait les messages oraux et puis les messages écrits. Les messages écrits, alors, comment je veux dire, moi j'avais un cartable et pas un maroquinier, le bourrelier, pardon, la campagne c'est bourrelier, m'avait fait à l'intérieur du cartable, m'avait doublé, dont l'ouverture était en dessous, et donc si j'avais des documents importants, je les mettais dedans. Il y a les résistants, il y a ceux que l'on va appeler les réguliers et les clandestins. Les réguliers, c'est ceux qui continuent à vivre normalement, ils ont donc leur papier d'identité, leur carte d'alimentation, puisqu'il y avait des tickets. Il y avait... et puis il y a les clandestins. Donc pour les clandestins, bien s'ils sont poursuivis, donc il y a des faux papiers, etc. Alors, ce que dit Nicole me concernant, c'est particulier. J'étais régulier, donc j'avais pas besoin de faux papiers. Sauf quand je suis arrivé en Dordogne, alors là c'est encore autre chose, parce que là je me cachais, il me fallait des faux papiers, mais là j'en ai eu 3 fois, donc je pourrais l'expliquer. Dans Paris c'est différent. C'est parce que à partir du 11, de mémoire je crois que c'est le 11, entre le 8 et le 11, je me souviens plus, juin 1942, les Juifs devaient porter l'étoile. Il se fait que je suis d'origine juive, donc je devais porter l'étoile. Donc j'ai porté l'étoile. Et sur les cartes d'identité, donc la mienne, il y avait un tampon en rouge marqué juif. Donc si on me demandait mes papiers, il fallait que je le sorte. Et que, voilà. Dans mes activités résistantes, et puis aussi parfois par esprit de liberté, il fallait que j'enlève l'étoile, tout simplement. Mais il me fallait des faux papiers. Il fallait une carte d'identité sur laquelle il n'y ait pas le tampon juif. Donc là, je me suis fait faire une fausse carte d'identité. Et donc, quand je sortais de chez moi avec l'idée d'enlever mon étoile, j'allais jusqu'à l'hôtel de ville. J'avais ma serviette, toujours cette fameuse serviette, mais c'est donc avant la Dordogne. Et en marchant, je la mettais sous le bras, puis petit à petit, puis je cachais l'étoile. Et je rentrais dans un café, j'avais pas le droit, puisqu'on avait le droit à aucun café, pas de piscine, pas de bibliothèque. Tout ce qui était public était interdit, y compris pour manger. C'était 2 heures par jour dans un magasin d'alimentation. En dehors de ces 2 heures, on n'avait pas le droit. Et puis je descendais au sous-sol, au water, et je décousais, je mettais dans ma poche bien cachée, et je regardais qu'il n'y avait pas un bout de fil jaune, parce que c'était cousu au fil jaune, et je ressortais. Donc j'avais ma vraie carte d'identité qui était dans mon portefeuille, côté gauche, tandis qu'à droite, j'avais la fausse carte d'identité, mais les cartes d'identité, à l'époque, on les achetait dans les librairies, et elles étaient dans la poche droite. Ce qui fait que quand j'étais pas dans mon quartier et que j'étais pas étoilé, si on me demandait mes papiers, je sortais de la main gauche, poche droite, sinon poche droite, j'avais pas de carte d'identité, je sortais le portefeuille. Donc dans les rues de Paris, ça m'est pas arrivé, mais dans le métro, oui. Alors, la libération en Dordogne, elle se fait le 18 août 1944. Le 15 août, les troupes débarquent en Provence. Non, c'est pas la Provence, c'est en bas. Je ferais un mauvais, je présenterais mal la météo. Et le 16 août, le Führer décide de replier ses troupes. Et le 18, les troupes de Dordogne commencent à refluer, pourchassées par les maquis qui se regroupent et qui les attaquent. Voilà. Donc il y a de véritables batailles. Oui, il faudrait que je reprenne, ça c'est la libération. Mais dès le débarquement, le 6 juin 1944, dans la journée, à Surac en Périgord, la résistance prend possession de la ville, enfin du village. Le maire n'est pas fusillé, mais il est chassé. Un autre maire prend sa place, issu de la résistance. 2 jours après, il a été tué, du reste, par un milicien. Donc un nouveau maire est mis, un ancien gendarme, bon, peu importe. Et on est libéré. Et puis, quand il y a des incursions de troupes nazies, s'ils sont trop forts, on se replie. Et puis quand ils repartent, on réoccupe, quoi. Et ça dure donc comme ça jusqu'au mois d'août. Et donc, moi j'ai été requis dès le départ
Il n'y a plus de police, il n'y a plus de gendarmes, il n'y a plus que la résistance. Donc il y a une partie de résistance des maquis qui va rejoindre des groupes où ça se bat plus ou moins avec les miliciens et avec les nazis. Et puis il faut aussi une police locale au service de la nouvelle municipalité. Il y a un préfet, le préfet de la résistance, en même temps qu'il y a le préfet de Vichy. On a 2 préfets, un vrai et un faux. Pour nous, le vrai était celui, bien sûr, de la résistance. Donc je suis là, ce qu'on appelait la milice patriotique. Et donc j'y reste jusqu'au moment où cette milice patriotique est dissoute, jusqu'en novembre 1944. Et là, je rentre à Paris. Je retourne dans mon ancienne usine. Et moi, j'avais été agent de liaison. Après ce que j'avais vécu, tout ça, je l'ai pas supporté, quoi. Alors après, j'ai fait un tas de petits métiers. Je m'embauchais un peu, même dans des métiers que je connaissais pas, mais j'ai retrouvé des camarades juifs dont les parents avaient disparu à Auschwitz. Ils m'en parlaient pas, je leur en parlais pas. Je ne sais pas si c'était une volonté d'oubli. On n'éprouvait pas le besoin de raconter, on n'éprouvait pas le besoin de demander. Et notre grande joie, c'était d'être sur la route avec un sac à dos et de marcher en chantant. Y compris un chant pétainiste, du reste. Qu'il fait beau d'avoir 20 ans, qu'il fait beau, etc. Ça s'était chanté sous Pétain. Voilà, donc ça a été comme ça jusqu'au jour où, bon, il fallait quand même revenir sérieusement, devenir des adultes. Voilà, donc je suis retourné travailler en usine, et puis après, j'ai évolué. Donc je me suis lancé dans le syndicalisme. L'autre, je suis devenu journaliste. Jusqu'à ma retraite, quoi. Oui, parce que dans ce qu'écrivaient les historiens, et surtout les cinéastes ou les journalistes, je ne me retrouvais pas. Alors, ne pas se retrouver, ça ne veut pas tout dire, parce que, comme je le dis au début, chacun a sa vie, je veux bien. Alors, je me suis dit, il faut écrire la vérité, et puis il faut en tirer des conclusions, je veux dire, non pas de vengeance ou de haine, mais au contraire d'amour. Et il faut écrire un livre avec tout ce qu'on a pu ressentir, même à l'époque, ce qui nous mène à parler d'amour aujourd'hui, et non pas de revanche, de haine envers un tel parce qu'il est allemand ou un tel parce qu'il est chinois. Donc je voulais écrire, mais j'ai pas beaucoup de mémoire. Enfin j'entends, je me souviens, mais si je dois donner une date, un lieu, un visage, un nom, c'est difficile. Donc j'ai fait des recherches historiques sur mon époque et sur ma vie. Donc j'ai enquêté. Et j'ai enquêté sur moi, dans ma famille, dans les amis que j'ai pu retrouver. Je suis retourné en Dordogne revoir des gens, y compris celui... J'ai vécu dans une ferme pendant près d'1 an. On l'appelait Prince parce qu'ils s'appelaient Léopold, et c'est le Prince de Belgique. Donc avec tout ça, j'ai rassemblé. Ça m'a pris 15 ans. Et j'ai essayé de raconter pas que ma vie, du reste, les événements, et tels que je les pensais à l'époque. Alors par contre, pour le faire éditer, il est déjà épais comme ça, il fallait faire 2 tomes. Et je me suis dit, 2 tomes, ça se vend pas déjà. C'est pas une question d'argent, parce que j'ai rien gagné dessus. Mais c'est fait pour être lu. Donc j'ai supprimé une bonne moitié, sinon plus, de ma vie personnelle. Et c'est devenu un livre plus sur l'époque que sur moi. Et donc le titre « Citoyen de l'ombre », j'ai rajouté un S, pour qu'il soit moins personnel et plus sur les résistants, que j'appelle Citoyen S de l'ombre. Voilà. Là, on vient de sortir un livre, le livre d'or de la centurie des plus jeunes résistants, qu'on a envoyé dans tous les coins de France, dans les musées, les bibliothèques universitaires, les facultés d'histoire, les archives départementales. Enfin, nous venons ensemble de faire les paquets. On en a envoyé 500, quoi. Je ne suis pas Jésus-Christ. Je termine pas par aimez-vous les uns les autres, mais encore qu'il n'y a pas que la religion, les religions chrétiennes, c'est aussi dans la religion juive, aimez-vous les uns les autres. Mais enfin bref, je le dis pas comme ça, mais c'est exactement ma conclusion, quoi. C'est la conclusion sous l'occupation. J'en ai tiré aucune haine, mais le besoin d'amour qu'ont les humains, quoi. Et ma crainte, je vais terminer là-dessus, c'est que nous revenons... Macron a dit les années 30 et on l'a critiqué. Alors, je ne veux pas dire si je suis pour ou contre Macron, c'est tout à fait autre chose. Je le cite parce qu'il l'a dit il n'y a pas longtemps.
Effectivement, nous ne sommes pas dans les années 30, mais nous avons beaucoup de points communs avec les années 30. Les années 30 qui sont les années nazies, enfin fascistes d'Italie d'abord, nazis d'Allemagne après, des périodes de repli nationaliste, comme on voit aujourd'hui, alors que la solution est plus, entendons-nous tous ensemble, notamment sur les problèmes écologiques ou maintenant sur les problèmes sanitaires, hein. On demande une entente entre tous, et alors qu'il y a un repli nationaliste, il ne faut pas confondre aimer son pays, le patriotisme, et le nationalisme. Alors, je ne sais plus qui a dit, mais en gros, l'image est suivante. Le patriotisme, c'est aimer sa patrie et aimer les autres, et le nationalisme, c'est aimer sa patrie et haïr les autres. J'estime que j'aime la France, je ne me pose même pas la question. C'est comme si on me demandait j'aime ma femme, je me pose pas la question, parce qu'elle est plus forte que moi. Mais ça n'empêche pas que j'aime l'humanité. J'ai accepté de participer parce que c'est un projet que je trouve super intéressant et enrichissant parce que on découvre des aspects historiques qu'on n'a pas forcément dans les livres puisque ça vient directement de la personne et donc le ressenti de la personne. J'ai accepté de faire ce projet parce que j'aime l'histoire, parce que c'est important de se souvenir de nos arrière-grands-parents, de nos grands-parents et de leur époque. Parce que dans ma famille il y a eu des résistants, parce que malheureusement je connais pas toute leur histoire, et parce qu'aujourd'hui trop de jeunes oublient et se souviennent pas, et ce serait dommage que des choses comme ça se reproduisent alors que ça s'est déjà produit et qu'on peut les éviter.